On va recommencer un nouveau document. Donc, pour l'impression, en couleur RVB, tant qu'à faire. Alors, ça vous indique qu'il y a un problème. En fait, ça veut pas dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que par rapport au document de départ, donc pour l'impression format lettre, par rapport à ce que Illustrator vous fournit là, qui se trouve dans le dossier de l'application Illustrator, dans les documents de départ, vous avez fait une modification. Mais donc, pensez pas que ça veut dire que c'est un problème de faire en RVB. Au niveau de la résolution, il s'agit de la résolution des effets spéciaux. On va voir ça. Donc 300 pixels par pouce, c'est uniquement les effets spéciaux. Puisqu'on travaille avec des vecteurs, il n'y a pas de résolution en fait. Donc vous créez un nouveau document. Donc on va faire quelques formes géométriques vite fait. Et puis on mettra des effets spéciaux dessus, puis on fera un masquage, et puis on va parler du texte sur une ligne. Donc, j'entre dans les outils géométriques et je vais sur la barre verticale. Vous avez peut-être déjà vos outils géométriques qui sont sortis, dans votre cas. Donc, polygone. Quand on trace le polygone, en cliquant et en bougeant, pendant qu'on a le bouton de la souris qui est encore enfoncé, on peut jouer avec les flèches sur le clavier pour le nombre de côtés. Et le minimum, c'est évidemment un triangle. Avec la touche Shift enfoncée, ça le cale sur les axes. On lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Donc polygone, nombre de côtés, pendant qu'on est en train de tracer. Touche Shift, ça cale sur les axes si c'est ça qu'on veut. Autre manière d'utiliser les outils géométriques, c'est simplement cliquer. Et là, on a le choix du nombre de côtés et le rayon. Voilà. Vous avez le cas spécial de l'étoile qui a 2 cercles, 2 rayons. Si vous prenez l'outil étoile et que vous tracez, pendant que vous tracez, les flèches au clavier haut et bas pour le nombre de côtés. La touche contrôle du PC ou commande du Mac et on bouge de gauche à droite, c'est les rayons, à quel point ils sont différents. Quand vous avez le bon rapport entre les 2 rayons, vous lâchez la touche contrôle du PC ou de la touche commande du Mac, et quand vous bougez de gauche à droite, c'est la dimension de l'étoile. Même chose avec la touche Shift, on peut caler sur les axes. Donc je répète, quand on trace l'étoile, touche contrôle du PC ou commande du Mac, c'est les rayons. Les 2 diamètres en fait. Quand on a le bon, on lâche, on bouge de gauche à droite, c'est la dimension. Et la touche Shift, si on veut, c'est calé sur les axes. Ok, la suivante est pareille. Si j'enfonce la touche Option, la touche Alt, j'ai une étoile particulière où vous voyez, les lignes sont dans le prolongement l'une de l'autre. Touche Shift en même temps, et voilà. Ça, c'était Alt et Shift pour obtenir cette étoile type avec les lignes qui sont dans le prolongement l'une de l'autre. Là aussi, pour l'étoile, si on clique, on a une boîte qui apparaît et on peut déterminer les 2 rayons si on veut et le nombre de pointes. Bien sûr, il y a plein d'autres formes utilisables. Si elles ne sont pas dans Illustrator, on les crée ou on va les chercher sur le web. Par le panneau Propriétés, menu Fenêtre Propriétés, il est possible d'aller modifier le nombre de pointes d'un objet qui a été fait, parfois. Donc, voyons un peu où est-ce que ça se trouve. Donc, dans ce cas-ci, je ne le vois pas. Dans ce cas-ci, je ne le vois pas.
la possibilité d'aller modifier le nombre de pointes et le nombre de côtés des polygones. Vous le voyez, vous? Polygone, largeur, hauteur. Ah, voilà, c'est là. Donc, quand l'objet est sélectionné, polygone, transformation, oui, c'est dans la palette transformation, en fait, hein. Cette palette propriété va rechercher des choses qui sont dans différentes autres palettes. Et alors, ici, avec les 3 petits points, vous avez le nombre de côtés et le rayon. Donc, il est encore possible de modifier parce que ce sont des formes procédurales, des formes primitives. Donc, c'est fait par Illustrator, donc il a la possibilité d'aller encore modifier. Voilà. Ouais, le nombre de pointes de l'étoile aussi, tout ça. Allons un peu voir dans le panneau transformation, parce qu'en fait, ça vient du panneau transformation, menu fenêtre, transformation. Ouais, tout se trouve là en direct, sans devoir appuyer sur les 3 petits points, c'est encore mieux. Donc vous n'aurez pas ça pour toutes les formes, mais voilà, là vous l'avez. OK. Donc si on modifie quelque chose, bien sûr, c'est comme partout chez Adobe, c'est la touche tabulation qu'il va falloir enfoncer sur le clavier pour valider. Voilà. La touche tabulation quand on modifie le contenu d'un cartouche. Alors on va se servir d'une des formes pour faire apparaître les autres à travers. Ça, elle va servir de masque, de trou, de fenêtre. C'est le système de masquage. Alors Illustrator, c'est vaste, mais c'est recherché sur le marché de l'emploi des gens qui maîtrisent Illustrator, mais c'est quand même vaste. Moi, j'estime que c'est 2 fois plus complexe que Photoshop à utiliser. Mais vous vous souvenez du Dunning-Kruger, hein? Peut-être que certains vont vous dire: «Mais non, c'est beaucoup plus simple que Photoshop». Il faut voir à quel point ils ont compris à quel point c'est vaste. Donc, d'abord, il faut parler de ce qu'on voit ici. Les formes que vous avez créées, vous avez d'office eu le standard, c'est un remplissage blanc et un fond noir, un contour noir. Un remplissage fond blanc et un contour noir. Tout le monde voit ça? Alors, comment savoir si on a affaire à du blanc ou pas? Est-ce que c'est du transparent ou pas? Bon, déjà, le fait que quand on clique sur la forme et qu'on peut la bouger, ça veut dire qu'on arrive à la prendre par là, ça veut dire qu'il y a de la matière. Sinon, il faudrait la prendre, s'il n'y avait pas de blanc, si c'était du transparent, il faudrait la prendre par son côté. Mais visuellement, on a un plan de travail derrière qui est blanc et on a une forme qui est censée être blanche. Ça se voit, mais qu'est-ce qui nous le prouve? Comment le repérer facilement? Bien, vous avez ici affichage, afficher le damier de transparence. En réalité, autour des formes, c'est de la transparence. Donc, si je la récupère dans une image Photoshop ou dans InDesign, ce document, ce ne sera pas un fond blanc, ce sera de la transparence. Alors, le damier qui montre la transparence est hyper désagréable. Donc, par le menu Fichier, est-ce que c'est en format de document? Il faut que je me souvienne. Fichier, format de document. Oui, c'est dans Fichier, format de document. Vous avez, comme dans Photoshop, la possibilité de modifier la grille, la faire plus grande, de faire 2 couleurs qui se ressemblent plus. Sauf que, dans ce cas-ci, ce ne sera valable que pour ce document-ci. Le document suivant que vous allez créer va revenir avec cette grille de transparence pourrie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer le damier de transparence. Donc, dans le menu Affichage, vous allez masquer le damier de transparence. S'il veut bien venir, mon menu Affichage. Il va falloir que je relance l'ordi parce que là, pour l'instant, aujourd'hui, il est un peu malade. Il veut pas. Donc, le damier de transparence, bon, il est un peu malade, il veut pas fonctionner. Donc, j'ai fait commande Alt Escape pour avoir le manager d'application sur le Mac et je vois qu'il a même pas la bonne icône, donc on va relancer ça. On va le forcer à quitter puisqu'il veut même pas me laisser enregistrer le document. On va voir ce qui se passe. Sinon, je le remettrai à 0.
OK. OK. Il a démarré suite à un incident, il a récupéré un document. On va voir, OK. Et là, menu affichage, ça marche. Vous voyez, ça marche beaucoup mieux. Donc, masquer le damier de transparence. Donc, c'est pas une méthode très sympa, le damier de transparence, puisque ça n'est pas comme dans Photoshop pour tous les documents suivants que je travaillerai, mais seulement pour celui-là. Donc, je vais zoomer en arrière et là, on va aller créer un calque spécial dans la palette des calques pour nous permettre de voir quelles sont les parties blanches de l'illustration et quelles sont les parties qui ne le sont pas. Dans le cas d'image, c'est important aussi, quand on amène des images pixels, de voir si on a affaire à un fond blanc autour du sujet ou de la transparence. Donc, première chose, on va pouvoir éventuellement ici mettre les icônes de la palette des calques, les vignettes, un peu plus grandes, comme dans Photoshop, à la manière de Photoshop, parce que là, elles sont minuscules. Donc, dans le menu de la palette des calques, vous allez jusqu'à la ligne Options de panneau, c'est la dernière. Et là, vous avez... oui, on peut aller jusque 100 pixels, en fait, ici, je pense, dans Autres. Voilà. On a des super grandes vignettes. Ça dépend aussi de votre écran, à quel point... voilà, si vous êtes sur un 4K comme écran, les vignettes ne seront pas si grandes que ça. Choisissez donc ce que vous voulez, ce qui est le plus à l'aise pour vous. Grande, ça ressemble à ça, en fait, hein. Donc, vous voyez qu'on est loin des 100 pixels. Bon, ici, je vais indiquer 60 pixels, ça devrait être bien pour mon écran. Voilà. Donc là, j'ai les vignettes un peu à la manière de Photoshop, la même dimension. Donc, je vais enregistrer le document parce que pour l'instant, il n'a pas été enregistré encore. Heureusement, la sauvegarde automatique de Illustrator a fonctionné. Mais ici, je vais l'appeler intro-02. J'ai zoomé en arrière. Tout comme dans Photoshop et InDesign, si on double-clique sur la main dans la palette des outils, ça met le document le plus grand possible sur l'écran. Mais là, Alt roulette, je zoome en arrière, barre d'espacement, je bouge. Et je vais créer... D'abord, vous pouvez zoomer très fort en arrière. Vous allez voir qu'on a les limites du document Illustrator qui doit être, à mon avis, à 3 mètres sur 3. Donc là, on a un plan de travail format lettre qui est sur une table de montage de 3 mètres sur 3. Donc il y a quand même une limite. Mais on va ici créer un grand rectangle avec l'outil rectangle, un grand rectangle qui va englober vraiment la plus grosse partie de notre format lettre. Voilà, à peu près comme ça. S'il n'est pas parfaitement centré, c'est pas grave. Ceci dit, pour le centrer, c'est comme dans InDesign, il suffirait qu'il soit sélectionné et dans les alignements, ici, on pourrait tenter de l'aligner sur le plan de travail, c'est déjà réglé comme ça. Dans InDesign, vous aviez aligné sur la page, sur les marges aussi peut-être, oui, vous aviez ça, et centré, voilà. Mais c'est pas extrêmement important qu'il soit super bien centré par rapport au plan de travail. Voilà, et on va lui donner, on va lui enlever sa couleur de contour parce qu'on n'en a pas besoin. Donc pendant qu'il est sélectionné, je fais venir à l'avant-plan le contour, diagonale rouge, ça l'a enlevé. Je reviens travailler sur le fond. Dans le nuancier, menu fenêtre nuancier, il était là quelque part, il est là, voilà. Ah oui, le nuancier, j'ai des grandes nuances et vous avez des petites. Ça peut être pratique d'aller dans menu de la palette nuancier, affichage par grande vignette. Donc je disais dans le nuancier, je vais aller mettre une couleur grise, une couleur de fond grise, un gris clair comme ça, c'est pas mal, hein. Donc vous voyez, vous avez la gamme des gris ici. Voilà, par exemple celle-là.
Et alors, on va créer un calque. Donc, je clique sur le signe plus dans le bas de la palette des calques, j'ai créé un calque. Je vais le déplacer sous le calque 1. Je prends la vignette. Attention, dans Illustrator, si je lâche quand je suis là, ça va tomber dans le calque 1 et devenir ce qu'on appelle un sous-calque. Donc, je dois vraiment le placer en dessous, là. Pas sur le calque 1, mais en dessous du calque 1. Voilà, le calque 2 est en dessous. C'est un shift. Donc, sans enfoncer aucune touche, on peut déplacer la vignette du calque au-dessus ou en dessous, mais en tout cas pas dans le calque 1. Sinon, ça nous fait un sous-calque, c'est une espèce de groupe. Bien, donc, calque 2 est là. Votre objet est sélectionné. C'est comme dans InDesign. Ça vous indique que l'objet se trouve dans le calque 1, le petit carré ici. Vous allez le transférer vers le calque 2 en appuyant sur le carré et en déplaçant sur le calque 2. Voilà. Et donc, vous avez la solution. Maintenant, si vous zoomez, vous voyez que c'est très facile de voir si on a affaire à du blanc ou pas. Le calque ici 2, je vais double-cliquer sur lui. Et je vais l'appeler fond gris. Et je vais le verrouiller. Voilà. Parce que je n'ai pas besoin de travailler sur lui. Il est là juste pour régler cette question de la transparence. Quel est l'objet transparent ou pas? Quel est l'objet blanc ou pas? Donc, comme disait l'autre, la réponse, elle est vite répondue. La question, elle est vite répondue, c'était ça. Je me souvenais plus. J'ai des manques en littérature. Ouais, il faudra que je revoie mes grands auteurs. Parce que c'est la question, elle est vite répondue. Oui, vous connaissez aussi. Vous êtes allé à bonne école. Ok, eh ben on va enregistrer ça. Moi, pour les besoins de la démo, je vais enregistrer sous un autre nom de temps en temps, comme ça on a la progression. Mais bien sûr, j'enregistre plus que nécessaire sous différents noms. Dans la vraie vie, j'enregistrerai toutes les 10, 20 minutes ou avant de faire une opération délicate qui risque de casser ce que j'ai fait. Alors, le plan de travail, on peut modifier sa dimension. On a pris un format lettre. On imagine qu'on fait une illustration qui va devoir s'afficher sur un format lettre. Eh bien, il ne faut pas s'en occuper dans Illustrator. Donc, ça peut bien sûr être un point de départ avec les proportions plus haut que large dans ce cas-ci, puisque j'ai pris format lettre vertical. Ça peut être un point de départ, mais tombez pas dans ce piège. Si vous n'avez plus assez de place pour créer des choses, par exemple ici, où est-ce qu'ils sont mes outils? Ils doivent être quelque part, mais pas grave. Donc, voilà. Si je veux faire un cercle de 10 cm et je veux le placer quelque part ici, ou là, ou n'importe où, mais il n'y a plus la place. D'abord, j'ai un crayon barré ici. Pourquoi? Parce que le calque activé est verrouillé. En fait, c'est là-dessus que je veux le mettre. Donc, il faut que j'active déjà le calque. Voilà. Puis, je vais cliquer. Puis, je vais indiquer... je vais mettre la chaîne. Ce sera plus facile. Je vais indiquer 100, puisque je suis en millimètres. Illustrator est réglé en millimètres. Voilà. Oui, ça fait un truc bizarre ici, mais c'est pas grave. OK. Donc, j'ai un cercle de 10 cm, 100 millimètres. Et je vais lui donner une couleur de fond. Voilà. Et je n'arrive pas à le placer dans mon illustration, il est trop grand. Mais donc, en fait, il faut surtout ne pas essayer de réduire les choses. Votre illustration, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est essayer de réduire pour que ça rentre dans le format. Ce qu'on va faire, c'est, avec l'outil plan de travail, agrandir.
Donc, vous activez l'outil plan de travail et vous agrandissez. Bien. Vous ne le voyez pas ici? Empêché. Voilà. Et vous avez au-dessus la dimension qui est indiquée ici, 35 sur 31 dans mon cas. Bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, le XY, c'est le positionnement du point central. Ça n'a pas d'importance ici. Par rapport à l'origine des règles. Et vous avez aussi la possibilité d'aller choisir des formats prédéterminés. Mais dans ce cas-ci, on est libre, on agrandit notre plan de travail. Alors attention, il est possible d'en faire un deuxième. Eh oui. Ça sert à quoi dans le deuxième? Ça sert à quoi d'en faire un deuxième? Parce qu'on peut avoir une deuxième illustration, une variante sur le côté éventuellement. On va montrer ça, mais aussi on fait des interfaces de site web dans Illustrator, donc on peut avoir plusieurs plans de travail de dimensions identiques et même demander qu'un objet qu'on met sur un plan de travail se reporte automatiquement sur les autres. Il est lié en quelque sorte, typiquement, il y a sur des interfaces, il y a des choses forcément qui se retrouvent sur chaque, situation, je veux dire, hein. Voilà. Alors je veux dire en UX design, en UI design, voilà. Donc ici, vous sélectionnez le plan de travail en trop si vous en avez fait un trop et touche suppression sur le clavier et voilà. Et donc avec la flèche noire, on va pouvoir positionner ces éléments. Donc, on imagine, je dois faire une illustration pour un format lettre, mais là, je suis à plus qu'un format lettre. Mais c'est pas grave parce que après, je vais l'amener dans Illustrator, je vais l'amener dans InDesign et je ferai le recadrage à cet endroit-là. Donc j'aurai en plus d'avoir fait l'illustration, j'aurai une phase de recadrage qui peut être très intéressante. Ça peut être très intéressant de recadrer les choses et ça va se faire dans InDesign. Le plan de travail a quand même de l'importance ici parce que l'enregistrement du fichier et ce qui va apparaître dans InDesign, c'est uniquement ce qui est dans le plan de travail. Si le plan de travail était petit, si j'avais laissé petit, si j'avais décidé de faire mon illustration en m'en occupant pas, voire même en demandant affichage, masquer le plan de travail et je continue l'illustration comme ça, j'aurai un problème quand je vais vouloir enregistrer et récupérer ça ailleurs. Donc le plan de travail, je vais quand même l'afficher et je m'arrangerai pour qu'il englobe les choses que je vais récupérer dans InDesign. Ce sera beaucoup mieux parce qu'il y a un problème dans Illustrator quand on redimensionne les objets. Oui, alors on va tester ça. Vous avez des étoiles? OK. Vous allez pouvoir la dupliquer, une des étoiles que vous avez. Avec la flèche noire, si vous enfoncez la touche Alt, la touche Option, vous avez une copie. Donc, on va tester. Qu'est-ce qui se passe si on redimensionne ça? On va voir comment ça fonctionne chez vous et chez moi. C'est peut-être réglé différemment. Mais donc, quand je vous disais évitez de redimensionner les objets, mais agrandissez plutôt le plan de travail, c'est à cause notamment de ceci. On active l'outil de transformation. Avec la touche Shift enfoncée, ah, là, ça a tourné. J'annule. Parfois, ça tourne. OK, avec la touche Shift enfoncée et la touche Alt, et éventuellement, si on veut que ça redimensionne par le centre, on va pouvoir redimensionner comme ça. Voilà. Alors ici, chez moi, je me retrouve avec une étoile qui a la même épaisseur de contour. Donc c'est indiqué ici au-dessus dans la barre contrôle, un point, et bien sûr dans la palette contour aussi si je l'affichais. Mais là, les deux ont un point. Est-ce que chez vous, vous avez également un point? OK. Donc avec ça, on peut faire une illustration. Bien sûr, je vais en faire une troisième que je vais agrandir comme ça. Voilà. On va dire que ces 3 étoiles, ça fait partie d'une illustration. OK. Et je vais leur mettre un contour plus épais. Je vais augmenter.
Donc, il n'y a pas besoin que la case contour soit à l'avant-plan dans la palette des outils. Voilà. Ici, j'ai mis 6 de contour. 5. Le contour, est-ce que je le veux à cheval sur le vecteur ou à l'extérieur ou à l'intérieur? C'est comme dans InDesign. Vous avez fenêtre, contour. Attendez un peu que je vois s'ils ne l'ont pas mis ici. Non, ils ne l'ont pas mis ici dans la barre contrôle. Je ne pense pas, non. Donc, menu fenêtre, contour. Vous avez peut-être la palette contour toute petite comme ça, qui arrive. Il va falloir demander ici, afficher les options. Et là, vous avez l'alignement du contour. On avait ça dans InDesign aussi. J'avais fait une petite démo avec des carrés pour montrer à quoi ça pouvait servir. Est-ce qu'on veut le contour à l'extérieur, à l'intérieur? Le pire, c'est quand même de l'avoir à cheval sur le vecteur, parce que ça change la forme de l'étoile. Le blanc par rapport et le noir, là, ça ne correspond pas au dessin réel du vecteur. Ok, ben je vais le mettre à l'extérieur. Voilà. Donc ça peut être sympa comme illustration. On peut très bien dessiner en dehors du plan de travail dans Illustrator, c'est pas un problème, hein. Là, j'atteins les limites du bord de mon plan de travail, je suis pas obligé de l'agrandir à chaque fois, je peux très bien dessiner sur le côté là. Il faudra juste que je pense à agrandir le plan si je veux que ce que je dessine soit dans InDesign, quand j'importe le fichier Illustrator dans InDesign. On fait très rarement du copier-coller de Illustrator vers InDesign. Ça, c'est quand on veut récupérer un bloc qu'on a fait dans Illustrator, un bloc spécial, et on veut s'en servir comme bloc texte ou bloc image dans InDesign. Ça, on fait du copier-coller, mais sinon, on importe un fichier Illustrator dans InDesign. OK, vous avez ça, ça marche? Bien. Donc, on va ici, la plus grande ici, je vais la dupliquer là, voilà. Puis, je vais la dupliquer à nouveau. Et cette fois-ci, je vais faire quelque chose de différent. Je vais demander que quand je redimensionne l'étoile, quand je vais la faire plus petite, les contours doivent se redimensionner aussi. Et pour ça, c'est dans les préférences. Vous allez dans Édition, Préférences. Ici, je suis sur un Mac, je vais dans Illustrator, Réglages. Et c'est dans les préférences générales. Donc, chez vous, Édition, Préférences générales. Et alors, vous avez ceci. Mettre à l'échelle les contours et les effets. OK. À partir de là, si je redimensionne un objet, les effets spéciaux et les contours vont se redimensionner aussi. Avec l'outil de transformation manuelle, poignée du coin, non, CTRL-Z, c'est pas ça que je voulais, voilà. Alt, voilà. Et Shift, voilà. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Que les contours se redimensionnent ou pas? Mais en fait, les deux sont bons, ça dépend ce qu'on veut faire. Ici, je vais à nouveau dupliquer et redimensionner. Et donc, au niveau du dessin, on obtient deux choses très différentes quand même. Donc, c'est dans les préférences générales et j'ai coché mettre à l'échelle les contours et les effets. Et donc, dans ce cas-ci, quand je redimensionne, les contours se redimensionnent. Donc, je suis parti d'un contour avec 6 points. Celle-là à 2,7, celle-là à 4,1. Donc, deux dessins très similaires, mais quand même pas la même chose. Donc, dans le dessin du dessus, c'est comme si les étoiles là, elles sont plus petites. On les perçoit comme étant, oui, du même genre que la grande, mais plus petites. Alors qu'ici, ces étoiles-là, on les perçoit comme étant du même genre que la grande, mais plus loin. Il y a un effet de profondeur grâce à l'épaisseur du contour qui a changé. Donc, au niveau graphisme, c'est pas la même approche du tout. Quand vous ne mettez pas à l'échelle les contours et les effets, ça
donne l'impression que les objets, ils sont à la même distance, tandis que là, il y a un effet de profondeur. Et donc, voilà pourquoi il vaut mieux éviter de redimensionner vos illustrations et plutôt agrandir le plan de travail, parce qu'on ne sait jamais. Vous avez peut-être oublié que dans les préférences générales, il y a ça qui est coché, et ou qui n'est pas coché, justement, c'est le problème. S'il n'est pas coché, quand vous redimensionnez tout, ça fait plus petit, mais les contours sont restés aussi épais qu'avant, et donc ça devient pâteux. Voilà. On va enregistrer ça. Alors bien sûr, dans Illustrator, on met au point des logos. Alors les logos, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Ça dépend. Si c'est juste le logo pour le boucher du coin, c'est vite fait. Si c'est un logo plus sérieux, pour une entreprise plus importante, ça peut prendre du temps. Il y a des controverses actuellement dans les écoles de graphisme sur des enseignants qui attaquent rapidement avec les étudiants débutants en graphisme la création de logos, alors que normalement, ça doit faire partie de la matière de dernière année. Mais donc, tout ça dépend. Est-ce qu'on fait des logos importants ou pas? Est-ce que c'est juste un petit logo pour un petit commerçant, ou est-ce que c'est toute une identité visuelle d'entreprise pour une entreprise assez importante? Mais donc, ce que je vais vous dire ici, c'est que quand vous faites un logo dans Illustrator, il faut absolument, quand vous le diffusez, il faut vectoriser les contours. On va faire ça ici. On va déjà vectoriser par défaut. Non, la forme est vectorielle, mais les contours sont encore modifiables. On peut encore modifier leur épaisseur. Voilà. Et donc, imaginons que vous avez fait un logo. Eh bien, on va le copier sur le côté, là. Je vais sélectionner tout ça et on va le déplacer sur le côté avec la touche Alt. Voilà. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est transformer les contours qui sont actuellement dynamiques, modifiables, en quelque chose qui n'est pas modifiable. Comme ça, vous êtes certaine que la personne qui va recevoir le logo ne va pas... S'il lui prend l'idée d'ouvrir le logo dans Illustrator et de modifier sa dimension, les contours ne pourront plus changer d'épaisseur parce qu'ils vont être transformés en forme fermée. Voilà. Pour bien comprendre ce qui va se passer, on va peut-être transférer ça sur un nouveau calque, parce que pour l'instant, on a plein d'objets sur le calque. Là, c'est la foire. Donc, moi, je vous demanderai de créer un nouveau calque dans la palette des calques. Et vos 3 objets sélectionnés, là, vous les déplacez vers le nouveau calque. Et l'ancien calque, vous le verrouillez. On n'en a plus besoin. Voilà, vous avez 3 objets sur ce calque. Oui, donc il ne montre pas les différences, ça remplit, hein, les vignettes sont remplies, il ne montre pas les différences de dimensions, mais en réalité, on a vraiment 3 objets de 3 dimensions différentes, on est d'accord? Je crois bien que dans la palette des calques, dans les options de panneau, il y a une possibilité de faire en sorte que ce soit affiché différemment. Mais non, j'ai dû rêver. Calque, groupe, objet, non, j'ai dû rêver, malheureusement. J'ai dû confondre avec InDesign, à mon avis. Bon. C'est expressé. Donc ça va être la version du logo que je vais finalement envoyer. Et donc, on appelle ça dans Illustrator décomposer. Chaque fois qu'on part de quelque chose qui est modifiable, dynamique, c'est le nom qu'on utilise en infographie, et qu'on va vers quelque chose qui n'est plus modifiable, ça veut dire qu'on a décomposé. Et on a toujours une bonne raison de décomposer à un certain moment. Donc, pour faire ça, en ayant les objets qui sont sélectionnés, ah oui, vous voyez qu'il y a des petites cibles grises. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait comme effet spécial sur ces objets? Les contours. Et quoi en particulier dans les contours? L'épaisseur L'épaisseur, je ne pense pas. soit derrière, soit Qu'il soit aligné à l'extérieur ou à l'intérieur. Regardez, si je remets le contour à cheval, les cibles grises n'y sont pas.
Donc, c'est juste parce qu'on a amené un effet spécial. Il considère que c'est un effet spécial de mettre le contour à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, voilà. Ça explique pourquoi les cibles sont grises. Vous n'avez pas posé la question, mais voilà. Et donc, on y va. Objet, décomposer, l'aspect. Et voilà. Vous vous retrouvez à la place de 3 objets dans la palette des calques avec 3 groupes. Un premier groupe qui contient... ah oui, il y a ça. Il y a une forme blanche. La vignette ne permet pas de le voir, mais il y a une forme blanche. Vous le voyez quand vous enlevez l'œil en face du contour, dans le premier groupe. Voilà, un contour et une forme blanche. Ça a été dans objet décomposé. C'est objet décomposé. Et donc, c'est une forme, le... Voilà. Mais alors, on a affaire à un groupe. Donc, avec la flèche noire, quand on clique sur l'un ou l'autre, c'est les deux qui se sélectionnent. C'est la décomposition qui nous a fait d'office des groupes. Donc, si vous voulez pouvoir modifier, sélectionner l'un ou l'autre, il va falloir utiliser une autre flèche. Quand on a affaire à un groupe, là-dedans, vous avez la flèche blanche, vous entrez dedans. Voilà, j'ai détaché les 2 flèches blanches. Celle-là permet de sélectionner un objet qui fait partie d'un groupe. Donc, d'abord, tout est sélectionné, je dois d'abord cliquer à côté, puis quand je clique sur le blanc, là, je peux le déplacer, voilà. CTRL Z. Quand je clique sur le noir, je peux le déplacer, voilà. Il est complexe. C'est un peu complexe parce que... Ouais. Il est un peu plus complexe que prévu. Ah oui, on peut aussi juste le sélectionner par la cible, hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas aller plus loin dans pourquoi ça s'appelle tracé transparent, etc. ici. Ah ben voilà, quand même. Vous avez vu que le contour n'est plus modifiable au niveau de son épaisseur. Il n'y a plus de contour. Il a été transformé en une forme et c'est une forme spéciale à trous. C'est une forme à trous. C'est ce qu'on appelle un tracé transparent. Voilà, je vous le dis. Ça n'a rien à voir avec la transparence avec laquelle on a joué précédemment dans l'autre image ici. La transparence de l'objet. On avait été dans le menu fenêtre... Non, on avait été dans la barre ici, contrôle, jouer sur la transparence. Non, ici, c'est une ancienne transparence de Illustrator. C'est un logiciel très vieux, alors il y a parfois des termes un peu malheureux. En anglais, ça s'appelle le compound path, le tracé composite, et ça aurait dû s'appeler comme ça dans Illustrator. Donc, rien à voir avec la transparence qu'on a mise sur l'objet précédemment, ça veut juste dire qu'il y a un trou. Voilà, quoi qu'il en soit, je vais faire CTRL Z plusieurs fois. CTRL majuscule Z pour rétablir s'il fallait. Hein, c'est comme ça. Hein. CTRL Z, c'est annuler. CTRL Shift Z, c'est rétablir. Et je vous rappelle que vous avez la palette historique qui vous montre aussi toutes les actions que vous avez faites. Et là, vous avez un logo que vous allez pouvoir transférer chez quelqu'un. Voilà. En supposant que c'est un logo, évidemment. Comment est-ce que je ferai? Je sélectionnerai tout. Je ferai édition copier. Donc le CTRL C. Je ferai un nouveau document. Format lettre, par exemple. Voilà. Tiens, il est de quel type? RVB, c'est bien. OK, je vais coller. Il faudra peut-être faire un document CMJN si c'est un logo qu'on diffuse. Et alors, avec l'outil plan de travail, je vais recadrer autour. Oui, parce que si je l'amène dans InDesign, ça va faire une grande image avec plein de vide. Il faut quand même recadrer, mais pas essayer d'aller contre nécessairement. Juste aller tout près. Et voilà, j'ai un document prêt à être enregistré et diffusé. C'est juste un copier-coller d'un document à l'autre. Si vous faites commande Y, CTRL Y, vous voyez que vous avez vraiment affaire à plusieurs formes. Donc ça, décomposer les contours, c'est rare quand on doit le faire. En conditions de travail normales pendant que vous créez, ça va être assez rare.
Mais quand vous diffusez un logo, il faut surtout le faire. Il faut absolument le faire. En plus, la personne ne va pas pouvoir modifier facilement votre logo parce que vous l'avez figé. Donc, refiler ça à un graphiste et le modifier, ça va être difficile. Alors, ta question des pixels alignés sur la grille, c'est où encore l'alignement des pixels sur la grille? Tu as vu ça où? Parce que tu me prends à brûle pour point là et je me souviens plus où c'est qu'on aligne les pixels sur la grille. Je crois que c'est dans préférence. Ah, dans les préférences. Ça doit certainement être dans le menu affichage aussi, la possibilité d'afficher les pixels sur la grille. Ça, Ouais, on a le magnétisme du pixel ici, hein. Donc, tout ce qui est histoire de pixels et de grilles, c'est intéressant quand on fait du web. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pu utiliser ça, mais voilà. Donc ça n'a pas d'intérêt quand on fait du graphisme qui va finalement ne pas être transformé directement dans Illustrator, en pixels par le menu fichier exporter. Par contre, si on fait du texte petit dans Illustrator, ça va pouvoir aider. Et il y a même des options pour le texte à ce moment-là, si on veut plus ou moins net, aligné sur la grille. C'est ce qu'on appelle le pixel perfect. Tu connais sans doute? La notion de pixel perfect, c'est-à-dire quand on a du petit texte, pixel, il faut que il ne devienne pas flou, quoi. Donc il faut le caler sur la grille de pixels. Mais donc non, pour répondre à ta question, dans ce cas-ci, aucun intérêt d'aligner sur la grille, sauf si on fait pour du web ou des applications. Donc ceux qui veulent en savoir plus sur la question qui vient d'être posée, Pixel Perfect dans un moteur de recherche va sans doute vous aider à comprendre de quoi il s'agit. Tout savoir sur le Pixel Perfect. Voilà, c'est ça, hein. Si on n'est pas en Pixel Perfect quand on fait du vectoriel dans Illustrator, on risque d'avoir à l'exportation un effet de flou sur le bord des formes, alors que là, voilà. Donc on fait caler le texte, les formes sur la grille de pixels. Vous avez la même chose certainement, mais il ne le montre peut-être pas ici. Voilà, c'est ça l'idée. Là, je suis tombé sur autre chose. J'ai l'impression d'être chez moi en train de regarder Nickelodeon. Parce que je me tape Nickelodeon régulièrement, hein. Non pas que je le veuille. Bon, le pixel perfect. Voilà, c'est pour le web, mais oui, on peut faire du web des interfaces dans Illustrator, donc c'est important dans ce cas-là. Il y a plein de choses là-dessus, sur le web, sur YouTube, etc., qui vont vous expliquer. OK, commande Y. Voilà, voilà. Bon, on peut revenir dans le document d'avant. Donc, l'onglet d'avant. Il y a plein de pièges qui vont vous arriver dans Illustrator. Donc, c'est vraiment utile d'aller poser des questions sur les forums, d'être en contact avec des graphistes qui peuvent vous aider, de faire des recherches sur le web quand vous êtes coincé. Il y a plein de choses qui peuvent être perturbantes. Ici, vous allez, avec la case de fond en avant-plan, pouvoir déplacer les couleurs, même si elles ne sont pas globales, tant pis, hein, vous déplacez les couleurs sur les formes, et ça devrait... Ah, mais ça ne marche pas, parce qu'on n'est pas sur le bon calque. Donc ici, je vais verrouiller le calque du dessus et déverrouiller le calque d'en bas. Voilà, elles sont sur le calque là. OK. Bon, ça, je vais renommer. OK. Ça, vous n'êtes pas obligé de faire, c'est moi juste pour la démo. J'inscris que le calque du dessus, c'est pour l'export du logo décomposé, c'est-à-dire que le contour, dans ce cas-ci, a été vectorisé. Et on va travailler sur le calque ici, que je vais appeler Illu. Je reviens un peu en arrière parce que j'ai oublié de vous dire. Vous avez toujours votre logo là dans l'onglet? Et il faut quand même l'envoyer chez la personne. Donc comment vous allez envoyer? Fichier enregistré sous. Vous avez deux manières principales d'enregistrer. Format Illustrator ou format PDF.
Donc, le format Illustrator, on va tenter un enregistrement au format Illustrator. Donc, je vais l'appeler logo fini, voilà. Quand on clique sur enregistrer, après avoir navigué jusque l'endroit où on veut l'enregistrer, on a une boîte avec des options. Ceci, créer un fichier compatible PDF, vous pouvez laisser cocher. Tout, vous pouvez laisser cocher. Et là, vous avez la version du format Illustrator. Donc, Illustrator 2020, alors qu'on est dans 2024, mais c'est toujours la procédure 2020. Et si on voulait que quelqu'un qui a la CS6 d'il y a 15 ans puisse ouvrir le document, ben, on lui ferait un enregistrement CS6. Parfois, on est amené à faire un enregistrement Illustrator 3, qui date d'il y a pourtant plus de 20 ans, parce que pour certaines machines de pilotage, de découpe laser, par exemple, ça ne fonctionne qu'avec des vieux formats Illustrator. Voilà. La plupart de ces machines découpe laser viennent d'Amérique du Nord et elles sont livrées avec CorelDRAW, donc le concurrent de Illustrator, mais qui est principalement utilisé en Amérique du Nord. Ici, en Europe, on ne l'utilise pas. Pas beaucoup. Mais donc, voilà pourquoi on serait amené à downgrader le fichier. Évidemment, s'il contient des choses spéciales comme de la transparence, tout ça, ça va être transformé, figé, voire même être mal transformé. Donc ici, on garde version 2020. Donc, mortalité de l'histoire, vous cliquez sur OK, sans rien modifier si vous n'avez pas de raison de le faire. Ça, c'est l'enregistrement AI qui peut être intégré dans un document InDesign sans problème. Mais ce que vous allez plutôt faire, c'est enregistrer sous et fournir une version PDF. Donc, on va faire Adobe PDF. Donc, logo fini, .pdf. Et là, dans la boîte, ici, vous avez... Il aurait peut-être fallu convertir les couleurs en CMJN éventuellement, quoi qu'on peut faire sortie, convertir vers la destination et choisir le format CMJN s'il est disponible. Sinon, il faudra transformer le document. Il faudra transformer le document avant en CMJN parce qu'il montre que les profils RVB. Mais un truc très important, allez, je vais cliquer sur annuler. On va convertir en CMJN le document quand même. Fichier, mode colorimétrique, couleur CMJN. Voilà. Voilà, c'est CMJN. Maintenant, je recommence. Fichier exporté. Non, fichier enregistré sous. Exporter, c'est pour faire des pixels. Fichier enregistré sous Adobe PDF. Voilà. OK, au niveau de la sortie, est-ce qu'il nous propose maintenant éventuellement une conversion? Convertir vers la destination et voilà, on vous dira. Alors, le format le plus universel, le profil de presse le plus universel, c'est l'ancien Euroscale Coated. Je ne sais pas si vous l'avez dans la liste. On est donc... Oui, vous l'avez? OK. On est donc dans enregistrer le fichier Adobe PDF, sortie, convertir vers la destination Euroscale Coated. Là, c'est le plus universel. Mais ce n'est pas le plus récent. Et alors, quelque chose de super important, c'est ceci. Dans la partie générale des préférences d'exportation PDF, vous avez ceci qui est coché. Ça veut dire que dans le PDF, il va y avoir des balises spéciales qui seront ignorées par les imprimantes, mais qui vont permettre d'intégrer le fichier Illustrator dans le PDF. C'est ce qu'on appelle l'encapsulage. Donc, si vous enregistrez votre PDF avec cette option-là cochée, quand vous allez ouvrir le PDF dans Illustrator après, ce sera comme si vous ouvriez un fichier Illustrator. Vous allez retrouver tous vos calques, aucun problème. Si vous ne cochez pas ça, ce sera un PDF sans les informations Illustrator pour pouvoir modifier le fichier. Et quand vous allez l'ouvrir dans Illustrator, ça va être différent. Tous vos calques, etc., vous n'allez pas les retrouver. Vous avez la même chose dans Photoshop quand vous enregistrez en
Photoshop PDF, il y a la possibilité d'inclure le fichier Photoshop dans le PDF. Attention, quand vous diffusez votre PDF à votre client ou quoi, moi je vous conseille de décocher ça. Parce que quelqu'un qui récupère votre PDF et qui peut l'ouvrir dans Illustrator, ça veut dire qu'un graphiste, un autre graphiste peut récupérer votre travail, il est moins cher, il utilise votre travail. Voilà. C'est comme si vous lui avez refilé le fichier Illustrator, le fichier source. C'est à bien définir dans le contrat, est-ce que les fichiers sources restent chez le créateur, chez vous, ou est-ce que vous les livrez? Si vous les livrez, c'est plus cher. Parce qu'on subodore que c'est... Pourquoi est-ce que le client a besoin des fichiers sources? C'est peut-être pour le refiler à quelqu'un d'autre, ou pour lui-même modifier vos fichiers. Voilà. Donc, c'est un peu délicat, il y a plusieurs cas de figure. Vous pouvez aussi lui refiler un PDF avec l'illustrator dedans, mais un code nécessaire pour ouvrir. Donc, il a les fichiers sources, mais il ne peut pas les utiliser. Donc, comme ça, si vous crevez, ça arrive à tout le monde, quelqu'un peut lui refiler les codes. Et il peut continuer votre travail, il n'a pas tout perdu. Voilà. Ah oui, c'est des choses qui existent. C'est des choses qui se font. Il faut penser à tout. Une fois qu'on est mort, on s'en fout que le client ait des fichiers sources, hein, je crois. Donc ici, je vais exporter en ayant l'option conserver les fonctions d'édition décochées, donc comme si je faisais un PDF pour le client, voilà. Alors il vous dit, oui, l'enregistrement de ce document sans avoir coché l'option conserver les fonctions d'édition d'Illustrator risque de désactiver certaines fonctions d'édition à la prochaine lecture du document. Voulez-vous continuer? Donc quand vous allez l'ouvrir, ce fichier-là, vous n'allez pas retrouver tous vos calques. Bon, c'est pas grave, j'ai enregistré une version Illustrator juste avant. Bon, voilà. Et alors, si on avait du texte, il faudrait aussi le vectoriser. On verra comment on vectorise le texte. Si on avait utilisé des polices de caractères, c'est important aussi. Allez, on va le faire ici. Imaginons, vous avez des polices de caractères dans le logo. Faites un bloc. Voilà. Un petit bloc comme ça, voilà. Vous avez des polices que vous avez utilisées. Pour éviter qu'elles changent par erreur, il faut les transformer en vecteurs. Pour l'instant, si on fait commande Y, ce sont des vraies polices de caractères modifiables, etc. Commande Y. Je vous rappelle que c'est pour voir les squelettes, sans les couleurs. OK. En sélectionnant le bloc, si vous allez dans le menu texte et vous demandez vectoriser, c'est l'équivalent de décomposer, mais pour le texte. Ça transforme le texte en vecteur. Voilà. Et si on fait commande Y, on voit que ce sont des formes. Et dans la palette des calques, vous avez, où est-ce qu'il est? Là, le groupe, vous voyez, le groupe. Vous avez des tracés transparents. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'est quand on a affaire à des formats trous. Et d'office, quand on vectorise du texte, même si les formes n'ont pas de trous, comme le T ici, par exemple, ou le S, ça vous fait un tracé transparent. Par contre, pour le E, le D, tout ça, c'est bien pratique que ça fasse des trous. Là où les deux formes se superposent, que la forme du centre, du milieu soit un trou, quoi. Donc, vous étonnez pas, c'est comme ça. Mais c'est des vecteurs. Donc là, c'est figé, ça ne va pas changer. Commande Y, voilà. Et alors, je mets à jour le PDF, voilà. Donc, vectorisation des polices pour figer aussi, si elles sont dans le logo, dans l'illustration que vous refilez. Voilà.